Vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. La semaine passée, nous avons reçu pour vous Bibiche Kabengele-Mboui, qui est la chargée de relations publiques de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Il nous a parlé du PAU, qui est ses programmes alimentaires d'urgence face à Covid-19 pour répondre à la pénurie et flambée de prix des biens de première nécessité. Il nous a expliqué comment cela est mis en œuvre et ces produits de première nécessité sont déjà sur le marché chinois. Ce soir, nous allons à Paris, en France, rencontrer un compatriote. Nous allons échanger avec lui. Lui est dans le domaine de la construction et je m'en vais le saluer. Jonas Mbengi, nous vous saluons. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Jonas Mbengi, vous êtes directeur général de JM Engineering, établi à Paris, en France. C'est ça? Oui, tout à fait. Jonas Mbengi, nous allons commencer. C'est vrai, le monde entier est en train de traverser des moments difficiles suite à l'existence de cette pandémie du coronavirus. La France n'y a pas échappé. Comment vous avez vécu cette situation? Alors, donc, cette interview, ça va être en deux parties. Donc, il y aura la partie où je vais parler de ma situation en tant que père de famille, ce qui m'est arrivé par rapport au Covid-19, et puis je vais vous parler comment je me suis organisé avec mon entreprise pour faire fonctionner la boîte. Quand on a eu la demande quand le président est passé à la télé pour le 17 mars, pour nous dire qu'il fallait qu'on soit tous confinés. Bon, il y a eu tout le monde a voulu aller faire des courses pour provisionner en fait la maison, de sorte que personne manque à manger à la maison, des denrées alimentaires. Et donc il y a eu cette ambiance de guerre entre guillemets quoi. On devait tous aller rapidement acheter des produits, des premières nécessités pour que personne ne manque quoi que ce soit. Et donc il y a eu des queues énormes devant les centres commerciaux, devant les supermarkets, voilà. Et c'était vraiment insupportable. Tout le monde a été vraiment en difficulté pour aller chercher à manger. Et dans les centres commerciaux, il y avait des rayons complètement vides et les gens étaient vraiment en difficulté. Bon. Une fois que ces premiers jours est passé, le gouvernement a mis en place un système qui permet aux gens d'aller avec une justificatif d'aller dans les commerces. Donc, il a laissé le commerce de première nécessité ouvert, à savoir tout ce qui est alimentaire. Et donc, ça a un peu apaisé les gens. Donc, on est tous allés, au fur et à mesure, finalement, dans les centres commerciaux pour acheter des denrées et on s'approvisionnait en compte-gouttes. Voilà. Et après, il y avait encore de plus en plus de règles. On ne pouvait pas sortir sans justifier de notre sortie. On pouvait sortir sur 1 kilomètre autour de chez nous, aller faire un peu de sport, tout en évitant tout en respectant les règles, les distances de sécurité entre individus. Donc, on a 1 mètre. Voilà. Et 1 mètre entre individus et n'est pas se rapprocher des gens, etc. Donc les gens étaient assez en France, ont respecté ça de manière incroyable, alors que on est connu pour ne pas trop respecter les règles. Et là on a bien respecté les règles. Ensuite, vers le 15 avril, l'État a été un peu plus clair dans sa proposition, dans son discours de comment les entreprises devaient se comporter face à cette situation. Donc, il a, par rapport à moi, par rapport à mon métier, donc, à savoir la construction, on ne pouvait pas rester enfermé sans que l'activité continue.
Et donc, on a mis en place tout un système de barrières. Enfin, on a mis en place, on a respecté ce que l'État nous conseillait de faire par l'office, par l'OPPBTP. L'OPPBTP, c'est un organisme en fait qui nous permet qui fait l'intermédiaire entre l'État et nous. Donc, c'est un organisme qui gère les entreprises de construction. Et il vient pour nous dire, bon, ben voilà, pour que vous puissiez reprendre votre chantier, il vous faut ça comme geste barrière pour reprendre l'activité. Bon. Le 17 mars, là je passe sur mon entreprise, le 17 mars, quand on s'est mis en confinement, j'ai tout de suite eu comme réflexe de faire un OS d'arrêt des chantiers à mes prestataires. Donc l'OS d'arrêt des chantiers pour leur signifier que le 17 mars, on s'arrête, on ne sait pas ce qui va se passer, donc on arrête les chantiers. Le 15 avril, je les ai contactés pour qu'on puisse reprendre l'activité. Et l'activité est reprise de manière en plusieurs étapes. La première étape, c'était de contacter mon coordonnateur de sécurité, ce qu'on appelle le coordonnateur de sécurité et prévention de la santé pour les chantiers. Et donc, je l'ai contacté pour qu'on puisse mettre en place un plan de coordination, un PGC, un plan général des coordinations, parce qu'on n'a plus les mêmes coordinations des chantiers. Donc, il fallait qu'on les modifie pour s'adapter à la situation actuelle. Bon. Et on a repris ces plans de coordination, donc on appelle ces PGC, donc c'est PGC Covid-19. On a repris, on a présenté aux entreprises, nos prestataires. Nos prestataires ont repris leur plan de prévention et sécurité de la santé. Dans leur PPSPS, ils nous ont expliqué comment ils comptaient travailler. Il fallait qu'ils nous disent clairement comment ils s'organisaient par rapport à cette situation. Ils nous ont envoyé ça. On a discuté pendant 1 ou 2 semaines. On était encore dans les échanges. Évidemment, il était hors des questions d'imposer aux entreprises de démarrer tout de suite. C'était à base de volontariat. Que l'entreprise se sentait prête à reprendre l'activité, il le faisait. Après, on arrive le 15 mai, pas les 15 mai, les 11 mai, pardon. Les 11 mai, l'État a déconfiné. Donc, on était en déconfinement. Et là, j'ai demandé aux entreprises de venir sur le chantier parce que moi, en tant que maître d'ouvrage, j'ai mis tous les éléments nécessaires pour que les entreprises puissent intervenir, puissent utiliser les bases vie de manière confortable, qu'il n'y ait pas de problème au niveau des contacts, etc., etc. Pour ça, j'ai mis en place une femme de ménage qui passait tous les 2 heures pour nettoyer la base vie. Base de vie, c'est un local où les entreprises y viennent le matin pour s'échanger, aller travailler, et ensuite venir à midi pour manger, et ensuite retourner le soir après travail, s'échanger et rentrer chez eux. Voilà. Donc c'est ça. L'intérieur de ces locales-là, c'est à ma responsabilité. Il fallait que je fasse le nécessaire pour qu'ils soient sécurisés. Dans les chantiers, c'est à la responsabilité des entreprises. Dedans, j'ai mis des affiches Covid-19 en disant protégez-vous, mettez des gants, utilisez de gel. Voilà. Donc, on a mis tous ces systèmes en place pour que les entreprises se sentent en sécurité dans la base de vie. J'interdisais aussi les croisements dans les escaliers parce que j'avais plusieurs niveaux des bases de vie. Donc, j'interdisais les croisements. J'ai réduit aussi l'effectif de chaque base de vie. Hein. Au début, j'avais une base de vie de 40 personnes. Finalement, je l'ai réduit à la moitié, donc ça fait que 20 personnes. Et donc, les entreprises qui voulaient commencer ont pu commencer dans de bonnes conditions. Et par conséquent, le problème qu'on aura, qui va pas tarder à arriver rapidement là, c'est le délai. Donc, du coup, ça prolonge en fait le délai de construction. On avait prévu de finir dans 1 mois et finalement, on va finir dans 3-4 mois. Voilà. À cause des Covid, on prend du retard dans nos livraisons des chantiers. Donc voilà, c'est une situation assez particulière parce que c'est du jamais vu en fait. On n'était pas du tout préparé, on savait pas quoi faire et c'est vraiment, ça fait bizarre quoi. Ça fait très très bizarre.
Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre magazine Data Market. Nous recevons pour vous Jonas Mbengi, qui est directeur général de JMN Engineering, établi à Paris en France. Vous le sentez dans l'introduction de son émission. Il nous a expliqué que l'émission avait deux parties dans son entretien. Son vécu en tant que responsable de famille et son vécu en tant que chef d'entreprise. Comment ça s'est passé, comment il s'est organisé. Lui, notre compatriote évoluant en France, à Paris. Nous vous avons suivi, nous sentons aussi de l'émotion. Lorsque vous parlez, surtout, c'est une situation que vous ne vous y attendiez pas. Et un chantier, comme vous êtes dans le secteur des chantiers, un chantier est tenu par rapport à un délai, cahier de charge qui doit être respecté, mais tout a été chamboulé. Premièrement, pour les téléspectateurs qui vous suivent à cet instant, pouvez-vous nous présenter votre entreprise et elle évolue dans quel domaine? Mon entreprise, c'est une entreprise de l'assistance à la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage et accompagnement des entreprises de construction. L'assistance à la maîtrise d'ouvrage, c'est quand un client qui ne sait pas du tout le métier de construction cherche à construire, il passe par moi. Donc il vient me voir pour me dire, bon voilà, j'ai 10 $, je voudrais construire ça, mais je voudrais rester que sur ces tranches d'argent, sur les 10 $. Donc moi je vais le conseiller, de dire, bah, écoutez, avec 10 $, vous aurez ça comme construction. Et il y aura ça comme matériaux. On va les construire sur tel délai. Voilà. Donc, dès qu'on se met d'accord avec le client, donc on consulte après les architectes. Les architectes nous font des plans. Et après, on consulte les ingénieurs pour nous dire, bon, ben, écoutez, cette œuvre est réalisable ou pas. Si c'est pas réalisable, on modifie, on adapte. Ou ils peuvent nous dire, c'est réalisable, mais ça va vous coûter 2 fois le prix. Donc, les clients, après, on trouve des solutions pour rester dans le prix, pour ne pas non plus dénaturer son projet. Une fois que les ingénieurs ont validé, l'architecte a fait tous ses plans, on fait un cahier des charges. On fait un cahier des charges, on sait quel type de produit on va mettre, on sait combien ça va nous coûter réellement, et puis on met un délai dessus. On trouve combien de temps on peut le réaliser, on peut réaliser Et après, on consulte les entreprises. Donc, tout ça, ce sont des étapes que je suis, mon entreprise suit. On consulte les entreprises et les entreprises nous fait des offres. Et après, nous, on analyse. Donc, il y a des conditions de consultation. Et les entreprises nous font des offres et nous, on analyse à fonction du prix, à fonction des qualités, à fonction des délais de réalisation qu'ils nous proposent. Une fois qu'on a analysé, on prend les meilleurs, pas forcément les moins disants. On prend les meilleurs qui est meilleur en qualité, en coût et en délai. Donc on le prend et après on construit notre ouvrage. Pendant la construction, évidemment, je veille à ce que, parce que la nature d'une construction peut changer pendant la construction. On peut prévoir de construire un ouvrage à 10 $ et finalement pendant la construction on se rend compte que cet ouvrage ne peut pas être réalisé à 10 $, ça peut être réalisé qu'à 15 $. Et moi je veille à ce qu'on respecte le prix des bases que le client a prévu de mettre. Et puis sur des délais qu'il a prévus. Ça, c'est très important. Et la qualité, évidemment, que la qualité soit là. C'est pas parce qu'on a payé moins cher qu'on aura forcément entre guillemets, des chinoiseries. Et donc, du coup, une fois que tout ça se déroule, arrivé à la fin, je donne les clés aux clients et puis les clients reçoivent son ouvrage avec réserve ou sans réserve. Avec réserve, et donc après on a l'entreprise a des assurances pour nous accompagner pendant 1 an. C'est-à-dire pendant 1 an, si on a une lampe qui ne marche pas, l'entreprise revient pour le changer. Pendant 1 an, si on a la peinture qui commence à partir, l'entreprise reviendra pour le refaire. Pendant 1 an, si on a des fissures, l'entreprise reviendra pour le faire. Voilà, donc c'est cette garantie, on appelle la garantie des parfaits achèvements. Après cette garantie, on a une garantie
décennale. Moi, mon travail s'arrête à la garantie de parfait achèvement, un an après les travaux. Un an après les travaux, mon travail s'arrête. Après, les décennales, si c'est vraiment, il y a un gros problème structurel, on se rend compte que finalement, Jonas Bengi a mal estimé les choses, et là, évidemment, on va voir le juge pour se mettre d'accord. Donc, mon métier, c'est vraiment accompagner les clients et puis accompagner les équipes de maîtrise d'œuvre. Moi-même, je peux être maître d'œuvre. Maître d'œuvre, comme je l'avais expliqué dernièrement dans votre émission, cher Séphorien, un maître d'œuvre, l'équipe de maîtres d'œuvre est composée des architectes, des ingénieurs et d'un économiste de la construction. Toute cette équipe-là, vous construisez un ouvrage, une œuvre. Et après, une fois que tout ça c'est fait, il le présente au client, qui est le maître d'ouvrage. Et les clients, il va dire, oh attendez, soit ça me coûte trop cher, et dans ce cas, tout le monde revoit comment diminuer le coût. Ou les clients vont dire, ah non, ces produits-là, je ne veux pas, on m'a dit que par expérience, ça vieillit mal. On modifie, de sorte qu'on puisse rester dans le prix du client. Et une fois qu'on s'est tous mis d'accord, on consulte les entreprises, et l'entreprise finalise. Donc voilà, donc mon entreprise peut aussi réaliser un projet de A à Z, à savoir le conçoit avec l'équipe de maîtrise d'œuvre ou accompagner le maître d'ouvrage qui n'est pas sachant en fait, c'est une personne qui ne connaît pas les métiers et donc je l'accompagne pour ne pas se faire avoir parce que quand on ne connaît pas, on se fait avoir facilement quoi. Donc je l'accompagne parce que moi je connais toutes les étapes de construction. Après, l'autre partie, je peux accompagner des grosses structures, donc des grosses entreprises. Par exemple, les opérations d'aménagement. J'ai entendu parler à Kinshasa, il y aura l'opération de 100 000 logements, 100 000 ou 140 000, je ne sais plus exactement. Voilà. Donc, je peux aussi accompagner l'entreprise qui peut réaliser ce type d'opération. C'est-à-dire qu'il prend le dossier, et les clients lui disent, bah, écoutez, 100 000, 140 000 logements, il faut que vous me les réalisez pour $1000. Moi, je suis là pour lui dire, ah ben non, attendez, et les clients, ils disent n'importe quoi. Ça peut pas être fait en $1000, c'est pas être fait pour $1000. Ces trucs-là, c'est $2000 ou $3000. Vous voyez un peu. Et donc, après, c'est l'entreprise, je suis en tant que conseiller, l'entreprise, soit il suit, auquel cas, il va perdre de l'argent, soit il m'écoute, il abandonne le projet. Ah, donc c'est ça en fait. Donc je peux être sur accompagner les clients, qui est la personne qui paye, accompagner l'équipe de maître d'œuvre, qui est composée des architectes et des ingénieurs, accompagner la personne qui exécute, savoir les entreprises. Donc c'est ça. C'est pour ça que ma formation d'économiste de la construction m'a permis de faire, et c'est ça que ma boîte actuelle, JMR Engineering, fait actuellement, en fait. Donc, on accompagne des entreprises, on accompagne les clients, les maîtres d'ouvrage, et on constitue une équipe de maîtrise d'œuvre pour réaliser les ouvrages. Et ça, je compte, j'espère, j'ai pas encore regardé vraiment les marchés du Congo, j'espère que ça existe au pays. Et si ça n'existe pas, ma mission, c'est de faire en sorte que ça puisse exister. Voilà, pour que chacun puisse avoir sa responsabilité. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de court, nous recevons Jonas Mbengi, directeur général de JMN Engineering, établi à Paris en France. Il est entrepreneur, il entreprend dans le domaine de la construction, économiste de la construction. Il nous explique qu'il peut intervenir dans deux flancs. Vous avez une idée de construction, vous avez les moyens, et lui, il est l'intermédiaire pour vous dire comment faire, ou soit vous accompagner carrément dans des projets plus structurels et plus diversifiés dans le domaine de la construction. Jonas Mbengi, comment se passe la gestion de ton personnel ou des sous-traitances ou des consultances que vous appelez, parce que comme vous l'aviez dit, vous devez travailler avec des ingénieurs, des architectes, ainsi de suite. Comment ça se passe, la collaboration sur un projet? Alors,
Un projet, c'est un bébé qui doit être conçu par plusieurs personnes. C'est un ouvrage qui doit être fait pour plusieurs générations. On est obligé de s'attendre pour que cet ouvrage puisse être réalisé dans les meilleures conditions. Il ne faut pas, dans un projet, il ne faut pas qu'on pense d'abord à sa poche. Il faut d'abord penser au projet. Dans un projet de construction, j'entends parce que c'est mon domaine, un projet de construction, on doit d'abord penser à comment ça doit être construit, comment ça doit être fait, quels matériaux on doit utiliser, qui doit intervenir sur ce projet. Et c'est ça. Et on doit viser 3 choses. Le coût, le délai et la qualité. La qualité est faite quand tout le monde est sérieux, quand tout le monde porte le projet en cœur. Si personne porte le projet en cœur et pense qu'à sa poche, de sorte qu'il puisse détourner ou quoi que ce soit, ben les projets capotent, enfin, n'arrivent pas vraiment à son, ou sinon arrivent à son terme avec beaucoup de difficultés. Soit, donc les trois choses d'un projet que je vous ai expliqué tout à l'heure, part dans tous les sens. La qualité, on se retrouve avec un projet, au lieu de mettre des armatures, il y a moins d'armatures. On se retrouve avec au lieu d'avoir 100 mètres de longueur, on se retrouve avec 50 mètres. On se retrouve avec, au lieu de les réaliser en 2 mois comme on avait promis à tout le monde, on les réalise en 1 an. Vous voyez, donc tout ça, pour que ça puisse être respecté, il faut que tout le monde porte le projet à cœur. Choisir les bons intervenants, des personnes sérieuses qui pensent à l'ouvrage qu'ils vont laisser, parce qu'un projet, un ouvrage, c'est un œuvre d'art. C'est un œuvre quand on n'est pas là. Le jour où on est décédé, les gens pourront dire « Ah, tiens, c'est le pont construit par Jonas Benguy. Tiens, c'est la maison construite par Jonas Benguy. » Il ne faut pas que ça soit un ouvrage où on puisse dire « Ah, tiens, c'est le pont qui n'a jamais fini des Jonas Benguy. » Non, un ouvrage, quand c'est prévu d'être construit, il faut qu'on respecte toutes les étapes. Pour respecter toutes les étapes, il faut que tous les intervenants soient d'accord, portent le projet de tout cœur, et en plus de ça, il faut qu'on s'entende tous pour que ce projet arrive à son terme. Il faut vraiment que ça soit des professionnels du métier, quoi. Il faut pas que ça soit des mecs qui passent, qui faisaient du chauffeur des Andes ils passent de métier d'agriculteur pour faire de la construction. Non. Donc il ne faut pas être un opportuniste dans ce marché. Par exemple, je suis le frère de Jonas Benguy. Jonas a un marché, par exemple, de 100 000 $. Je me dis, bon, nous tous, nous nous lançons dans la construction. Donc, moi, je vais approvisionner en clous. Moi, je serai carreleur, ferrailleur. Non, ce n'est pas comme ça. Non, surtout pas. Mais vraiment, là, c'est surtout pas. Prenez des gens qui savent faire. Prenez des gens qui savent faire. Et mes frères qui essayent de s'improviser des ingénieurs en bâtiment ou des spécialistes en bâtiment, non. La construction, c'est un métier extrêmement dangereux, dans le sens où si on construit et on met et que ça s'écroule, on tue des gens. Voilà. Donc il faut vraiment toutes les étapes des constructions. N'essayez pas de détourner de biens de la société de manière idiote. Et il faut vraiment respecter la construction et puis respecter les étapes de construction. Je parle comme ça parce que j'ai vu des images sur Internet concernant le Congo et ça me révolte énormément. On a des projets de construction, on a un dirigeant qui est motivé pour
pour faire développer ce pays. À côté, on fait n'importe quoi. Il est entouré par des gens qui ne voient que leur portefeuille au lieu de voir le bienfait de nos compatriotes. Vraiment, j'aime pas me mêler de problèmes politiques d'un pays, mais là, il faut vraiment qu'on regarde, qu'on fasse attention à nos deniers, quoi. Voilà. C'est pour ça que j'essaie de m'intéresser de plus en plus au Congo, pour que je l'amène ces plus-values que j'ai là-bas. Parce qu'en France, je suis reconnu par de hauts dirigeants de ce pays qui me font confiance, qui sont là, qui me laissent des enveloppes de millions d'euros pour que je puisse construire les ouvrages. Et je trouve dommage que je ne puisse pas le faire dans mon propre pays, quoi, au Congo. Voilà. Donc, vous allez entendre parler de moi très souvent parce que je vais vraiment m'impliquer sur ce pays. Jonas Bengui, la problématique de la marge bénéficiaire de l'enveloppe dédiée à une construction. Est-ce que on doit rester sur le coût réel ou coût opportuniste? On peut dire qu'on peut rajouter certains coûts, certains prix sur certains matériaux de construction, dire que nous allons récupérer, ou bien il y a déjà un pourcentage bien établi, par exemple, Jonas Mbengue, sur cette enveloppe, voici ce que son entreprise va gagner, voici ce que les autres partenaires qui entrent dans la construction d'un édifice vont gagner. Là, on prend l'un des thèmes que j'ai évoqués, hein, le coût, les financements. Quand on monte un projet de construction, on a un budget établi. L'idée, c'est de rester dans ce budget. Donc, quand on fait ces budgets, on a déjà appliqué des coefficients dedans. Voilà. Il y a déjà des coefficients. Donc, c'est-à-dire qu'on a prévu, une étude qui a été mal dimensionnée. On a prévu de rajouter de l'argent dans le cas où, le projet nécessite plus de dimensionnement, plus de matériaux. Donc, voilà. On peut appeler ça des avenants. L'avenant vient en fait notifier le coût supplémentaire d'un projet. C'est un document en fait qui vient notifier le coût supplémentaire d'un projet. Un projet ne doit pas coûter plus cher que ce qui est établi à la base. Parce qu'à la base, on a déjà appliqué des coefficients pour qu'on puisse les respecter. Si les projets coûtent plus cher qu'à la base, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Jonas Bengui au début. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un économiste de la construction. C'est pour ça qu'on n'est pas nombreux, en fait. Je vends vraiment ce métier d'économiste de la construction parce que c'est très, très important. C'est une personne qui fait en sorte que l'argent prévu à la base soit respecté et rentre dans le projet. Vraiment. Qu'il ne soit pas là pour les bénéfices de quelqu'un, vous savez, en France, un entrepreneur, quand on lui demande combien vous avez fait de bénéfices, il ne dépasse pas 5%. Ah bon? Il ne dépasse pas 5%. Il ne va pas vous dire « Ah si, j'ai fait 20-30% de bénéfices ». Il ne va pas le dire. Il ne va pas le dire. Il ne le fait pas. C'est impossible. Mais ça veut tout dire parce que l'effet de ne pas dépasser 5%, ça veut dire qu'on a consacré 95% de budget à la construction et on fait un ouvrage d'art, quelque chose de respectueux dans tout le monde entier. Donc pour que l'entreprise de Jonas Mbengue puisse se retrouver, c'est dans les 5% de bénéfices. Tout à fait. Dans les 5%. C'est-à-dire un projet qui coûte 1000 €, d'accord? Jonas Bengui, dans les 1000 €, il récupère 1000 €, 10%, ça fait 100, et donc ça récupère 50 €.
Ouais. Donc, il récupère 50 euros Donc, de si tu bénéfice. vas au-delà, c'est comme de la fraude ou bien Voilà, là, ça commence. Si on va quand tu as au-delà, tripatouillé quelque part. voilà, si on va au-delà, ça veut dire qu'il y a un anguille. En France, il y a un anguille sous roche. On dit un anguille sous roche, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est caché sous les roches, on ne le voit pas. On voit juste les roches, mais derrière, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Normalement, on ne doit pas dépasser les 5%. On doit rester dans le budget prévu et on doit, l'entreprise, et puis dans les 95% de budget, l'entreprise embauche les gens, il paye des gens, il fait vivre l'économie du pays et le pays tourne. Vous voyez? Et lui, il gagne ses 5% pour pouvoir avancer encore sur sa boîte. Voilà, c'est ça en fait, les fonctionnements d'une entreprise. J'ai entendu un jour dire, oui, en Afrique, on peut se faire 2-3 fois les bénéfices. Donc, ça veut dire 200% de bénéfices en Afrique. C'est incroyable. C'est du vol pour moi. C'est du vol. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas acheter, on ne peut pas investir 100 $ sur un projet de construction alors qu'on réalise que 50 $. C'est criminel. C'est pas bon de faire ça. C'est du vol. On peut pas faire ça. On peut pas acheter, on peut pas investir 100 $ sur un projet de construction alors qu'on réalise que 50 $. C'est criminel. C'est pas bon de faire ça. C'est pas bon ni pour nous Africains. C'est pas bon ni pour l'ouvrage qui va être réalisé. Puisque ça sera un ouvrage, excusez-moi du terme, de petit nègre. C'est-à-dire que on le fait à peu près, comme ça, à peu près. Et puis si ça résiste, bon, tant mieux. Si ça résiste pas, ben, tant pis. Voilà, tout le monde va oublier après dans le temps. C'est pas bon, c'est pas bien de faire ça. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous un économiste en construction, Jonas Mbengi, qui est directeur général de JMN Engineering, établi à Paris, en France. Avec lui, nous sommes en train de parler de ce marché de la construction. Comment il évolue, il voit ce marché. Jonas Mbengi, comment évoluer ce secteur, votre secteur de la construction, surtout dans votre domaine avec votre entreprise JMN Engineering? Comment ça a évolué le marché avant l'apparition du Covid-19? Avant l'apparition du Covid-19, on avait tout fonctionnait bien, dans le sens où on avait les consultations de l'État sur Internet, on répondait à l'appel d'offres, et ensuite on réalisait notre opération de manière tranquille. Pour expliquer un peu mon évolution sur l'évolution de ma boîte, au début, j'ai travaillé en tant que chargé d'opération. Chargé d'opération, en fait, c'est un assistant maître d'ouvrage dans une ville. Dans une ville de 50 000, 100 000 habitants, 1 million d'habitants, peu importe. Dans une ville. Dans cette ville, sa mission des chargés d'opération est de faire le métier que j'ai fait. Que j'ai expliqué tout à l'heure. Veiller à ce qu'on respecte le délai, le coût, la qualité. Accompagner le maire ou le chef d'État pour que les projets qu'il a prévus, des temps, respectent les délais qu'il a prévus et le coût et la qualité. Un président ou un maire doit être accompagné des gens comme moi, parce que dans une ville, à Paris ou ailleurs, en tout cas en Europe ou aux États-Unis ou en Chine ou ailleurs, le président est accompagné par des spécialistes. Un spécialiste en architecture, un spécialiste en coût de construction, un spécialiste en délai, un spécialiste en études de construction. Voilà, pour que les jours où il va faire son meeting, ces meetings, qu'ils ne disent pas, écoutez, vous voyez ces points-là, je vais vous les faire en une semaine. Voilà, donc il est accompagné par ces gens qui lui disent,
Les ponts, ça se réalise pas en une semaine. Ça se réalise en 2, 3 mois, je ne sais pas, le type d'ouvrage. Ça se réalise en plusieurs années, etc. Voilà, donc il faut qu'ils soient accompagnés par ces gens-là. S'il est accompagné par des opportunistes qui sont là juste pour leur poche, évidemment, il va dire n'importe quoi en disant les ponts, je vais les réaliser en une semaine. Voilà. Donc, mon entreprise a évolué petit à petit. D'abord, j'ai fait les métiers des chargés d'opération. Ensuite, j'ai créé ma boîte d'économie de la construction pour accompagner les gens, pour accompagner les villes, pour accompagner les particuliers qui veulent construire leur petit pavillon, leur petite maison. Donc, j'ai eu quelques marchés. Dans mon métier, dans ma boîte, quand j'ai un marché, j'ai 1, 2, 3, je me donne comme objectif maximum 5, 6 marchés. Les autres qui arrivent, je les mets dans la liste d'attente pour que je puisse le faire sérieusement, que je ne sois pas là à partir dans tous les sens. Et c'est sérieux et très, très vendeur. Les gens, après, ils se rappellent, ils parlent après. Ils disent, ah, un tel, il m'a fait une opération, nickel. Il faut le contacter. Et donc, les gens viennent. Et c'est pour ça que tout ce qui est des qualités reste plus longtemps. Voilà. Donc, surpasse le Covid-19, surpasse le problème économique, etc. Voilà. Quand vous regardez la bourse, les produits haut de gamme n'ont pas perdu grand-chose suite à ces pandémies. N'ont pas perdu grand-chose. Les produits de haut de gamme ont gardé quasiment leur coût. Voyez. Et donc, il faut faire de la qualité. Il faut faire de la qualitatif. Et vendre quelque chose de bon. Et c'est ça qui m'a permis, en fait, d'évoluer. Et je n'ai pas fini. Je suis encore jeune. L'idée, c'est de continuer à monter, et continuer à concevoir et construire des projets de grande qualité. Voilà. Et ça, je voudrais le vendre aussi au pays, au Congo. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre magazine Data Market. Nous recevons pour vous Jonas Mbengi, directeur général de JMN Engineering, établi à Paris, en France. C'est un compatriote. Lui, il évolue là-bas. Il est économiste de la construction. Il nous partage sa vision de son secteur, comment il arrive à émerger. Mais Jonas, nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Quelle est la situation de votre secteur dans cette période de Covid-19? C'est qui est vrai, la France, vous avez connu un confinement et là, c'est le déconfinement. Maintenant, c'est comment? Vous travaillez par télétravail? Comment vous gérez? Et vous qui travaillez sur carnet de commandes, les commandes en construction ont baissé. Quelle est la situation actuelle? Ont baissé. On ne va pas se les cacher. Les commandes ont baissé. On vient juste de sortir de confinement. On est en train de sortir de confinement. Donc, les commandes n'ont pas la même courbe qu'avant. Ça, c'est certain, c'est sûr. Après, comment on s'organise par rapport à cette situation? Bon, il y a des chantiers les chantiers, donc le délai est prolongé. Vous voyez, on revient encore sur cette situation, le délai, le coût, la qualité. Donc, le délai est prolongé. Donc, on a mis moins de gens sur les chantiers. On a mis beaucoup de gens en chômage partiel. Et heureusement que l'État nous aide là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui sont en chômage partiel, de sorte qu'on puisse continuer à fonctionner de manière normale. Et je ne cache pas que ces Covid-19 va créer beaucoup de catastrophes. Il y aura beaucoup d'entreprises qui vont mettre la clé sous la porte. Parce que pendant 3 mois sans activité, même si l'État nous aide derrière, ils n'arriveront pas. J'ai la chance, dans mon secteur d'activité, de susciter le besoin. Un économiste de la construction, on ne court pas des rues. Et on n'est pas nombreux, en fait, en France. Et donc, du coup, les gens ont tout le temps besoin d'économistes. Surtout dans cette situation,
où on fait un peu plus attention à son portefeuille. Avant de dépenser quoi que ce soit, on va regarder 3 fois avant de les dépenser, quoi. Voilà. Donc, on continue à fonctionner, mais pas comme avant, ça c'est certain. Voilà. Et on continuera à fonctionner pas comme ce qu'on avait connu avant le Covid-19, parce que c'est un événement sans précédent, particulier, quoi. On n'a jamais connu ça et on a été vraiment surpris de les avoir. Et vous verrez que dans les années à venir, dans les mois à venir, il y aura beaucoup d'entreprises qui vont mettre la clé sous la porte. Voilà, très chers téléspectateurs, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges. Nous sommes avec Jonas Mbengi. Jonas Mbengi, votre perspective de l'avenir de votre secteur, comment vous la voyez et comment soutenir ceux qui sont dans votre secteur à remonter la pente? Alors, comment je vois l'avenir de mon secteur? J'ai tendance à dire la construction est éternelle. La construction est éternelle, pourquoi? Parce que quand on construit, les matériaux ne durent pas éternellement. Donc, on démolit, on reconstruit. On démolit, on reconstruit. Donc, notre activité continuera à persister et continuera à fonctionner. Peut-être d'une autre manière, parce qu'on rentre dans une période où on utilise beaucoup de robots. Peut-être que ça sera une autre façon, mais ça continuera à avancer notre méthode de travail. La construction continuera à exister, c'est sûr. Et puis, il faudrait faire attention à ce qu'on dépense maintenant. Parce que on ne sait pas vraiment ce qui va arriver derrière dans quelques mois. C'est l'inconnu total. On ne sait pas comment les clients vont se comporter. C'est vraiment, il faut faire attention. Donc voilà, ce que je conseille aux gens, c'est de faire très très attention avant de dépenser quoi que ce soit, de tout vérifier, de s'assurer que tout est respecté pour que leur achat arrive, quoi, en fait. Voilà. Donc, il faut faire attention. Il faut faire très, très attention à ce qu'on achète, que ce soit dans les bâtiments et que ce soit à la nourriture, dans la nourriture ou dans les vêtements, etc. etc. Jonas Mbengi, on va terminer par ça. Est-ce que ton métier, ton secteur d'économiste de la construction est-il important pour ton pays d'origine, la République démocratique du Congo? Comment le pays peut gagner de ton métier? Il est important pour le Congo. Pourquoi? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un budget doit être dépensé comme il faut. S'il n'y a pas d'économiste de la construction, le budget est dépensé n'importe comment. Un budget doit être dépensé comme il faut. Une entreprise doit faire un bénéfice de 5%. Et ça, il faut que les clients le sachent. Une entreprise fait le bénéfice seulement de 5%. Les clients, il faut qu'ils le sachent. Si une entreprise fait un bénéfice au-delà de 5%, forcément, les clients se fait avoir. Voilà. Donc, c'est très important. Au Congo, on construit de manière... je vois, bon, nos frères ils sont de bonne foi, hein, ils sont de bonnes intentions, mais ils sont très très mal conseillés. Ils se font avoir par des soi-disant ingénieurs, constructeurs, etc. C'est des gens qui ne sont pas bien entourés, qui dépensent pour dépenser, qui n'ont pas de gens de qualité, des gens qui veillent au grain, qui veillent à ce que chaque euro est dépensé à bon escient. Voilà, donc moi, ce que je ramène comme plus-value sur le pays, c'est ça. C'est une personne qui va faire en sorte que l'argent prévu pour la construction reste pour la construction. Voilà, l'argent, pour qu'elle puisse rester dans la construction, je ferai tout pour m'entourer avec des spécialistes. Je ne vais pas m'entourer avec le fils d'eux ou le cousin d'eux ou l'oncle d'eux.
Je m'entourais avec, ou avec l'oncle 2, si l'oncle 2 est un spécialiste dans le domaine que j'ai besoin, évidemment. Si ce n'est pas un spécialiste, désolé, il reste à côté, on nous laisse travailler. C'est simple. Donc, il faut impérativement s'entourer des spécialistes. Et ça, c'est mon métier. Je sais comment recruter, comment sortir les spécialistes de construction. Comment les reconnaître, comment travailler avec des spécialistes. Je sais comment aboutir un projet jusqu'au bout. Et ça, c'est un plus-value que je voudrais amener au Congo. Parce que mon métier sert énormément à la France. Pourquoi on ne servira pas au Congo? Voilà. Donc, c'est vraiment... là, c'est le cœur qui parle. C'est vraiment... finir avec cette histoire de corruption, de détournement, et après nos dirigeants passent pour des rigolos dans le monde entier. Ah non, c'est pas bien ça, c'est pas bien, c'est méchant de faire ça. Il faut qu'on respecte. Regardez, il y a l'Angola qui bon, c'est pas un pays parfait, qui avance. Il y a l'Afrique du Sud, il y a le Nigeria, il y a le Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que le Congo n'avancera pas? Pourquoi est-ce que ça ne continuera pas à avancer dans la construction? Il faut vraiment qu'on soit équipé. C'est pour ça que moi, avec mon entreprise JMN Engineering, avec JMP Facility de Patrick Lumpini, on s'organise pour ramener un plus-value à ce pays. Il en a grandement besoin, ce pays. Il a grandement besoin de notre expertise, de notre savoir-faire. On ne peut pas rester que là, à rien faire, à profiter du bon temps, à profiter de Paris, etc., sans rien faire dans notre pays. Il faut vraiment que ça bouge. Nous faisons un clin d'œil à notre compatriote et ami Patrick Lumpini, JMP Facility. Si vous l'avez vécu en fin d'année, le boulevard du 30 juin de l'année passée a été illuminé avec Elikia Noël. Nous soutenons notre compatriote Patrick Lumpini, de là où il se trouve à Paris, nous le saluons. Et nous soutenons aussi notre compatriote Jonas Mbengi pour ce travail que vous êtes en train de faire et ces projets. Vous êtes jeune, mais vous avez des bons projets pour la République démocratique du Congo, qui est le pays de vos ancêtres. Jonas... Je voulais rajouter... Il ne faut rien, excusez-moi de vous couper. Allez-y. Il y a je soutiens une association qui s'appelle Coup de pouce Barumbu, parce que je suis né à Barumbu. Coup de pouce Barumbu, c'est une association qui ramène en fait des manuels scolaires. En fait, c'est une association qui crée des bibliothèques pour les enfants qui n'ont pas accès aux manuels scolaires. Voilà. Donc, là, il y a 2 ans, j'ai démolissé une école. Et il y avait beaucoup de manuels scolaires et ça m'a fait mal au cœur de le mettre. Je ne voulais pas le mettre à la poubelle. Et donc, du coup, j'ai fait appel à mon ami Eguet qui est venu. On a récupéré tous les manuels scolaires, on a envoyé au pays. Et on a une bibliothèque dans le quartier des Saint-Paul, dans l'église des Saint-Paul, je ne sais pas si vous connaissez. On a une bibliothèque Saint-Paul, c'est à Barumbu. Donc, la dernière fois, je n'ai pas eu le temps d'aller le visiter. Et là, je voudrais leur faire un petit coucou parce que ça me tient à cœur, ces projets-là. J'ai fait beaucoup de projets, mais je reste discret. Surtout tout ce qui concerne la caritative, je ne fais pas de la publicité. Je trouve que c'est tout à fait normal de participer à l'évolution de ces pays de manière discrète et efficace. Nous avons reçu pour vous le directeur général de JMN Engineering établi à Paris, en France, Jonas Mbengi. Eux, là-bas en France, à Paris, sortent du confinement. Il nous a parlé de son secteur. Vraiment, merci de nous avoir suivis ce soir dans votre magazine Data Market. Jonas Mbengi, un dernier mot pour mettre fin à nos échanges. Nous savons, malgré votre agenda serré, vous pouvez encore revenir dans ce programme Data Market. Le dernier mot, c'est que il faut, mes frères, il faut vraiment que vous soyez, vous protégez. Vous êtes encore en confinement. Cette maladie Covid-19 est très très sérieuse et il faut écouter
vos dirigeants. Il faut continuer à vous protéger, respecter les gestes et barrières. Faites très très attention parce que il y a eu en France, on est presque à 30 000 morts. Et c'est pas de la rigolade, c'est vraiment catastrophique. Il faut faire très très attention. Il faudra pas que ça nous arrive parce que je sais pertinemment que si ça arrive en Afrique, ça sera l'hécatombe. Donc faites très très attention. Écoutez les dirigeants, ils ont les informations nécessaires pour vous protéger. Voilà. Donc je voudrais finir sur ces mots-là parce que la santé avant tout. Sans la santé, je ne serais pas là en train de vous parler. Sans la santé, je ne serais pas là à faire des projets. Sans la santé, rien ne serait pas là. Baninga Nangai, Yoka, nos dirigeants, Kosala n'importe quoi t'es, écoutez-le, hein, Yokaye. Sortez restez chez vous et protégez-vous et attendez qu'on vous dise de sortir parce que c'est très important. Hein. Excusez-moi pour le lingala, mais ça viendra. Je comprends tout. Hein. On ne peut pas me le faire à l'envers, lingala. Hein. On ne peut pas me le faire à l'envers, lingala. Très bien. Boyoki lingala moi na barumbu ya Paris, hein. Merci beaucoup pour ta participation dans ce programme. Merci très chers téléspectateurs, vous nous avez raté ce lundi à 22h juste sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le mardi à 11h juste ou suivez-nous à gogo sur les plateformes liées à nos programmes, notamment sur la page de Jonas Mbengi et ainsi que sur toutes les pages liées à notre programme sur Internet. Merci, à la prochaine, que Dieu vous bénisse. Jonas, un grand merci. Merci à toute la République démocratique du Congo. Je suis de tout cœur avec vous. Merci.